Déjà, on va inévitablement parler de l'affaire Epstein. Hein? On ne veut pas parler d'actualité, mais c'est quand même un truc. On ne se rend pas compte à quel point cette histoire Epstein est monstrueuse et que si ces dossiers sont ouverts, ce que ça peut provoquer. Le chaos mondial comme ça. Tout. Genre, si on ouvre Epstein, on va découvrir que Mossad, CIA, service de renseignement européen, et globalement services de renseignement occidentaux, avec le Mossad, travaillent ensemble dans des opérations qui, plus ou moins, contrôlent le monde. Et on verra le réseau. C'est le réseau de chantage qu'ils utilisaient pour contrôler des hommes puissants, pour maintenir leur narratif. Okay. Il y a des hommes puissants, certes. Il y a aussi des hommes qui n'ont pas forcément une grande puissance, mais une par énorme puissant, notoriété. on entend des présidents, parce qu'il ne faut pas oublier que Epstein, il avait une peinture de Bill Clinton habillé en femme chez lui, tu vois. Et de George Bush en train de jouer au Playmobil ou un truc comme ça. Mais il y a aussi le côté Hollywood, où il y a peut-être moins de puissance politique, mais en tout cas un impact sur l'inconscient collectif qui est gigantesque, en tout cas en Occident. C'est pas moins de puissance politique, c'est là où il y a la majeure partie de la puissance politique. Hollywood, c'est la façon principale qu'ils ont pour contrôler le narratif, pour nourrir le subconscient des gens. Je te parle des acteurs, un type comme, je sais pas moi, Tom Hanks a peut-être moins de pouvoir politique qu'un John Brennan, par exemple, tu vois, mais ouais. Il est vachement, enfin, c'était dans cette, mais oui, après, si tu prends Hollywood en tant que machine de propagande, c'est effectivement un énorme morceau, on est d'accord. Alors, c'est pour ça, moi, je pense que si cette histoire d'Epstein commence à sortir, dites-vous qu'on est devant l'effondrement, enfin, un effondrement avec des conséquences inconnues. Voilà. Et c'est pour ça que ça doit se faire, à mon avis, progressivement. OK? Donc, on va commencer avec l'actualité. Okay? Ces derniers jours, le département de la justice et le FBI ont publié un mémo de 2 pages, révélé initialement par Axios. Donc, déjà, ça, c'est chelou quand même. Tu vois, s'ils prennent, le département de justice et le FBI prennent un document sorti par une entité privée, Axios, et ils te la sortent maintenant en te disant c'est quelque chose de nouveau, alors que tout ça, on sait déjà. C'est des choses qui existaient déjà. Et ce mémo affirme plusieurs points controversés sur l'affaire Epstein. Ce document, publié sous l'administration Trump, conclut après un examen exhaustif des dossiers qu'il n'existe aucune preuve d'une liste de clients d'Epstein et qu'Epstein aurait utilisé pour faire chanter des personnalités influentes, ni d'indices qu'il aurait été assassiné. Le mémo réaffirme qu'Epstein s'est suicidé, etc., s'appuyant sur des vidéos de surveillance et une autopsie. Cependant, ce mémo a suscité une vive polémique, surtout parmi les cercles conservateurs et les partisans de Trump. Beaucoup remettent en question sa crédibilité, notamment parce qu'il contredit des déclarations antérieures que la procureure générale Pam Bondi, qui avait laissé entendre qu'en février 2025, une liste de clients était sur son bureau pour examen. Okay? Elle dit maintenant qu'en fait, il n'y a pas de liste. Voilà, c'est chelou. Des figures comme Elon Musk et Alex Jones ont publiquement critiqué le mémo. Musk ironisant sur l'absence d'arrestation, comme dans ce post-là, en fait, où il compte les arrestations de l'affaire Epstein et il y a 0. Voilà. Et Alex Jones qualifiait les conclusions de mensonges et honteux. Certains ont même appelé à la démission de Bondi. Okay? Bondi qui est maintenant à la tête de cette affaire-là. Justice. Le mémo est également critiqué pour son manque de transparence. Il n'est pas daté, il n'est pas signé, et ne présente pas de nouvelles preuves, se contentant de réexaminer des dossiers déjà existants. Cela a alimenté les soupçons de dissimulation, surtout chez ceux qui croient qu'Epstein était lié à des réseaux puissants. Des vidéos et images impliquant des victimes mineures existent, mais elles sont sous scellé judiciaire pour protéger les victimes, selon le département de justice. En résumé, ce mémo vise à clore les spéculations sur une liste de clients et sur la mort d'Epstein, mais il a plutôt ravivé les théories de complot. Ça, c'est important. Raviver plutôt les théories de complot et la méfiance envers les institutions. Ça aussi, c'est important. Surtout du côté Trump. Une chose est certaine, plus ça va, plus il y a du monde qui veut voir les dossiers d'Epstein. Et c'est ça le truc, en fait.
Le fait que les vérités contenues dans les dossiers Epstein sont d'une horreur qui déclencherait instantanément la dissonance cognitive de la majorité de la population. La meilleure chose à faire pour contourner le problème, c'est de rendre la sortie de ces dossiers désirable par toutes les sphères sociétales. En gros, il y a plein de gens qui, s'ils apprenaient le contenu de ces dossiers-là et les conclusions auxquelles ça a conduit, ils seraient bloqués par la dissonance cognitive. Parce que ça voudrait dire que le monde n'est pas celui qu'ils croyaient, tu vois. Et donc, c'est l'ensemble de leur existence qui sera remis en question. Et il y a un mécanisme de protection qui s'appelle la dissonance cognitive, où, quand une information elle est trop grosse et risque de faire effondrer l'ensemble de la structure psychologique, bah juste le corps l'accepte pas. Bloque l'information et ça n'entre pas dans le conscient du tout. Okay? Et donc, avec l'affaire Epstein, c'est typiquement ce genre de cas, parce qu'on va apprendre l'horreur de quoi est capable l'humain, tu vois. On va apprendre aussi que ceux qui nous dirigent, ils sont tous tenus par les testicules. OK? Ils ne contrôlent rien du tout, qu'on est en train de voter pour des agents commerciaux, en fait, d'un même plan, tu vois. Et on l'a vu avec le Covid, la plupart des gens, ils ne voulaient pas accepter que ce qui se passait était complètement débile, même quand c'était flagrant, tu vois. Et donc là, moi, je garde en tête qu'il n'y a pas très longtemps, Trump et Musk se sont pris la tête. Et Musk, il a attaqué Trump sur cette histoire-là. Et il a dit, ouais, Trump, s'il ne publie pas, c'est parce que le dossier Epstein, il est dedans. Et du coup, ça a attiré un petit peu l'attention. Du coup, après, la gauche aussi, elle voulait voir les dossiers d'Epstein. OK? Et après, l'intérêt est retombé à nouveau. Et maintenant, c'est aussi la droite qui veut voir les dossiers Epstein. À cause de ce qui se passe là, tout le monde maintenant appelle à ce que... Hein? Tout le monde, ouais. Tout le monde. Et donc, du coup, regardez où c'est fin. Si ces gens-là, ils réclament cette information, si on leur donne alors qu'ils s'en foutent et qu'ils n'ont rien demandé, là, la dissonance cognitive elle se fermera beaucoup plus vite. Alors que s'ils réclament cette information, ça veut dire que leur attention est ouverte vers cette information. Donc, ça veut dire, si ces dossiers-là sont ouverts à un moment où ils désirent voir le contenu, ils seront plus aptes à absorber l'information. Et ça réduit les effets de la dissonance cognitive. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Oui, non, mais je comprends. Je comprends. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu veux, quand on attend un dossier de publication des affaires pédophiles de l'élite mondiale, qui s'appelle élite, parce que justement les gens les considéraient comme étant les plus vertueux, en quelque sorte, de nos sociétés, les plus intelligents et tout, si on les attend, c'est-à-dire qu'on s'apprête à ce que le mythe s'effondre. Que le roi soigne. Voilà. Moi, et du coup, on n'est pas en position de résistance vis-à-vis de ça. Par contre, il y a des éléments qui ne vont pas aussi. Vas-y Rudy, après on en parlera. Il y a plusieurs éléments qu'il faut quand même qu'on rajoute là-dessus. Il y a quelque chose que tu n'as pas mentionné, c'est que suite à ce mémo, on a posé la question à Trump dans une conférence de presse ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que vous pensez de l'affaire Epstein? Il a répondu quoi? Encore Epstein? Vraiment, compte tenu de la situation, vous voulez vraiment qu'on continue à parler de ça? Donc ça, on va en reparler, mais ça a fait l'effet d'une bombe. C'est-à-dire que si jamais, moi j'avais posté quelque chose là-dessus, soit c'est une énorme maladresse, soit il pouvait rien dire d'autre pour attirer toute l'attention de tout le monde entier là-dessus. Donc ça, c'est le premier point. Surtout après les déclarations de Musk comme quoi Trump serait impliqué dans le dossier Epstein. Du coup, tout le monde commence à croire que Trump est tenu par aussi par le même raison, on va dire, tu vois. Tout le monde commence à croire ça. Et du coup, tout le monde réclame ça. Et du coup, tout le monde est attentif. Alors, il y a ça, mais juste les différents éléments, parce que bon, moi, en gros, j'ai pris la nouvelle et je me suis dit, tu vois, bon, effectivement, il y a une réaction émotionnelle. Tu dis, putain, fait chier, tout ça, machin, ça, c'est la réaction émotionnelle. Puis après, tu réfléchis 2 minutes. Et la bonne réaction à avoir dans ces cas-là, c'est de se dire, patientons un peu, on va voir où on en sera à la fin de la semaine. Là, on est à la fin de la semaine. Et effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont sorties. Déjà, la vidéo qu'ils ont publiée est très bizarre. Au niveau du titre de la vidéo, elle est postée, elle s'appelle vidéo 1, elle est postée à la chi dedans, pas du tout dans un répertoire qui s'appellerait Epstein dossier, machin. Non, c'est département de justice, vidéo. Bon, ce qui est assez bizarre. La vidéo, effectivement, il se passe rien dans la vidéo, sauf qu'il manque 1 minute de vidéo. Et ça, ce que je veux dire, c'est que l'administration Trump... Epstein.
C'est ça, il faut la vidéo qui filme sa porte là, en gros. On passe directement de, la minute entre 11h59 et minuit manque. On a le petit timestamp en dessous et on voit qu'il y a un moment donné, il y a une minute qui manque. Et ça, c'est évident. Puisque quand même Trump a bâti tout le mouvement, on va dire MAGA, Anon, ce que tu veux, sur tu vois, la recherche de ce genre de petits détails, de ce genre de correspondance. C'est sûr que cette vidéo, à un moment donné, on allait voir qu'il manquait une minute. C'est tellement gros, c'est tellement flagrant. Bon, après, il y a des détails, c'est pas la bonne porte et des choses comme ça. Donc, ce qui est clair, c'est que la base, on va dire, Anon, qui a suivi Q depuis des années, a subi certainement une déception émotionnelle par rapport à ça. Mais après, tu réfléchis, tu te dis, c'est tellement gros que c'est pas possible qu'ils aient voulu cacher ça comme ça. Derrière, on a... Alors, je peux vous mettre tous les éléments comme ça, après, j'oublie rien. Vas-y, mets les éléments et on... Ensuite, on a une espèce de porte-parole officieux de Donald Trump, qui est le général Flynn, qui, lui, je me suis dit, c'est quoi sa réaction là-dessus? Alors lui, il est pas du tout content. Je dis, ouais, c'est un scandale. Il faut que ça sorte les preuves sur Epstein. Il est pas possible que, c'est clair que c'est un élément central et que toute la politique de Trump est basée sur cette révélation. Si jamais ces révélations, ça se termine comme ça, là, comme on en est aujourd'hui, c'est-à-dire circuler, il y a rien à voir. Trump, il a perdu toute sa base. Et ça, c'est un élément que Trump sait, il ne peut pas ignorer. Si jamais il y avait vraiment une volonté d'enterrer cette affaire, il y avait plein de manières de s'y prendre autrement. Tu vois, tu diffusais un petit bout du truc, ou alors tu t'en parlais juste carrément pas. Mais diffuser ce mémo-là, si bizarre, pas daté, c'était quand même... c'est d'une maladresse tellement grosse que ça peut... la conclusion, c'est que il y a quelque chose d'autre à comprendre. Voilà, ça. Et enfin, et ça c'est important, il y a... Comment il s'appelle? C'est pas Projet Veritas, c'est pas Conspiracy Watch. Judicial Watch, qui ont fait une... Non, c'est pas Conspiracy Watch, non? Non, c'est un watch. Comment ça s'appelle, les FOIA, là, les demandes d'accès, en gros, il y a un dispositif la liberté d'information, ouais. Ouais. Voilà, qui te dit, tu peux demander dans certaines circonstances que tel document, telle liste d'emails soit rendu public. Et en fait, Judicial Watch a publié dans la foulée. Ça aussi, le timing est intéressant parce qu'une FOIA, ça prend pas 3 jours à aboutir. Ça prend des semaines, ça prend des mois. Qu'est-ce que c'est le statut de l'affaire Epstein dans les affaires du département de justice? En fait, il est question de, on est encore en train d'examiner des preuves, on est encore en train de voir tout un tas de choses. Donc, ça paraît vraiment, tu vois, comme, Et il y a un dernier point qu'il faut rajouter, c'est que Elon Musk a dit, Steve Bannon, donc un ancien très proche de Trump dans son premier mandat, qui aujourd'hui il tient je veux pas dire un blog parce que c'est réducteur de ce qu'il fait, mais en gros voilà, oui, c'est un podcast sur un petit peu l'actualité MAGA, si on veut. Bon il a dit Steve Bannon, il est dans les dossiers Epstein. Bon, ce qui est intéressant à savoir, c'est que Steve Bannon avait fait une déclaration il y a quelques années, comme quoi il avait des interviews d'Epstein. Je crois que c'est ça, oui, des interviews d'Epstein et des heures de vidéos, de discussions en fait avec Epstein qui mettaient en avant tout un nouveau faisceau d'informations et d'éléments sur cette affaire qui n'ont jamais été publiés. Donc là, encore une fois, moi personnellement, j'y crois pas à cette dispute entre Trump et Elon Musk, mais par ce biais-là, Elon Musk remet le focus sur Steve Bannon et Epstein. Et sur, du coup, on se rappelle que, mais tiens, d'ailleurs, Steve Bannon, c'est pas celui qui avait des tonnes de vidéos. Donc, il y a tellement de choses qui collent pas dans cette histoire que, voilà. Et enfin, en dernier lieu, investigation criminelle qui a été ouverte sur James Comey et John Brennan. Donc, ancien directeur du FBI, ancien directeur de la CIA, du temps de Obama. Et donc voilà, qui sont impliqués dans le Russiagate et compagnie. Donc en même temps que cette affaire Epstein, elle prend quand même un coup, il y a tout le narratif du Russiagate. Donc Russiagate, suivez sur Twitter, là j'ai republié les vidéos qu'on avait postées sur le Russiagate, c'est-à-dire cette histoire de collusion avec la Russie qui a complètement été débunkée et un certain nombre de très très hauts placés, notamment directeur du CIA, directeur du FBI, qui sont aujourd'hui Hillary Clinton aussi. Ouais, tout remonte à Hillary Clinton pour une histoire de trahison, donc de très très haut niveau. La trahison, c'est très grave aux États-Unis. Donc tout ça, encore, ça remonte sur le tapis. Donc, je sais pas exactement ce qu'il y a à comprendre, mais toute cette... je peux ajouter un élément. Je me pose la question. Parce que j'allais finir, moi, ce que j'avais écrit avec... Pendant ce temps, les chasseurs sont maintenant chassés. Cette phrase-là qu'on a entendue plein de fois, je l'ai compris différemment.
un chasseur, Epstein et son réseau, c'était des chasseurs qui utilisaient le chantage comme moyen de chasse. OK? Et les chasseurs chassés, ça veut dire les maîtres chanteurs se trouvent victimes de chantage eux-mêmes. Donc peut-être par le biais des vidéos d'Epstein, justement. Et là, on parle du conflit israélo-palestinien, Netanyahou, Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est peut-être ça, ce que Trump utilise pour avoir du poids dans les négociations quand il va faire ses plans comme la guerre, le cirque qu'on a pu voir avec l'Iran et Israël, tu vois. C'est possible. Comment tu soumets ces gens-là alors que jusqu'à là, il n'y a personne qui pouvait les soumettre? Comment tu soumets quelqu'un comme Netanyahou? Comment tu soumets quelqu'un comme les chefs de l'armée israélienne? Après, il y a un autre élément à ajouter. Ouais. Pardon, Nico, je te coupe encore la parole. Il y a le côté dissonance cognitive. Ça, c'est pour ce qui s'adresse à la population. Après, il y a aussi le côté diplomatique et politique qui est gigantesque. C'est-à-dire l'affaire Epstein révélée. Ça fait que ça va mettre une espèce de bombe entre les relations internationales, notamment si le Mossad est effectivement impliqué. C'est la guerre. C'est la guerre. C'est la guerre. C'est la guerre parce que ça démontre que la population prend conscience que la télé leur raconte une histoire et en arrière-plan, il y a toute une autre histoire qui fait que leur vie, c'est de la merde et du coup, ils ont un parfait bouc émissaire. Ça provoque un chaos social. Laisse tomber. Mais on se rend il y a le pas chaos compte. social Plus et il y a tu le chaos creuses. diplomatique. Parce qu'attention, je pense différents en fait. Ouais, l'histoire Epstein, ça connecte déjà Mossad, machin, de toutes ces choses-là, mais ça connecte aussi Ghislaine Maxwell, son père, Robert Maxwell, qui, lui, il faisait la même chose déjà il y a longtemps, tu vois. Et du coup, ça te montre que cette histoire-là, c'est pas une mafia qui s'est installée hier. Ça te montre qu'il y a une ancienneté et ça devient un fil rouge gigantesque à commencer à tirer. Et là, tu commences à voir l'ensemble du truc. Je veux dire, le complot sera compréhensible par tous si les dossiers s'ouvrent. Bien sûr. Et là, ce que je veux dire par là, et il y a même pire que ça. Non, juste je vais te dire quelque chose. Tous ces gens qui ne croient pas aux théories complotistes, etc., eux, ils vont se prendre une dissonance cognitive dans la gueule et ça va les mettre dans une position. Vraiment, t'imagines ce que ça va créer comme rapport entre les gens et les médias? Déjà que ça vole pas très haut en termes de qualité de relation, tu vois. Mais après ça, c'est foutu. Tous les spécialistes et machin, c'est tous à la poubelle. Et je veux dire, les répercussions des dossiers d'Epstein, ils sont... Plus tu creuses, plus tu réalises que cette histoire-là, si la population n'est pas préparée, elle peut conduire du jour au lendemain à un chaos inimaginable. Tu sais, tu veux savoir pourquoi? C'est parce que le pire, c'est que les gens dans l'Occident, ils se croient supérieurs et puis nous, on est civilisés, tu comprends, etc. Et ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que la seule raison pour laquelle ils restent civilisés, c'est parce qu'ils ne veulent pas aller en prison. La majorité des gens dans la civilisation occidentale, s'ils restent civilisés, entre guillemets, ils le restent parce qu'ils sont obligés de le faire. Maintenant, si tu enlèves le système qui les force de rester comme ça, là, vous allez voir, vous connaissez American Psycho ou des trucs comme ça. Vous allez voir de quoi est capable l'humain. Moi, je vous le dis, on l'a vu en Albanie, quand il y a eu l'effondrement. Quand il y a eu l'effondrement, on a pu le voir en Albanie. Et donc, du coup, ce que j'essaie de dire, c'est que les dossiers Epstein pourraient provoquer ce genre d'effondrement. Et ça, c'est chaotique. Il n'y a personne qui peut contrôler la suite de ce genre de choses, tu vois. Si tu entres dans un chaos... je propose qu'on donne la parole à Nico, qu'on n'a pas arrêté de lui couper la parole depuis tout à l'heure. Ouais, je vais vous dire comment moi je vois toute cette situation. Moi, j'ai suivi de manière parfaitement détachée. J'ai suivi de manière parfaitement détachée cette histoire. Et il y a quand même ce que j'observe, et vous n'avez pas évoqué, c'est la conférence, pas la conférence, mais l'interview qu'a donné Dan Bongino avec Kash Patel. Quand ils ont annoncé, il n'y a pas de liste et Epstein s'est définitivement suicidé. Voilà. C'est-à-dire que si à un moment donné, je suis convaincu, et même eux, ils ont l'air convaincus de mentir, voilà, en quelque sorte. Parce que c'est pas des très bons menteurs, en fait, globalement. C'est un sacrifice.
Enfin, savoir Kash Patel et Dan Bongino, voilà, ils ne récupéreront jamais publiquement crédibilité après avoir fait cette déclaration-là. C'est-à-dire qu'ils auraient pu utiliser plausible deniability, reporter le truc, il n'y a pas d'éléments suffisants, il y a des tas de choses. Non, ils ont porté des affirmations, ce qui est... Voilà. Ce qu'il faut comprendre, là on ne parle pas juste de l'interview quelconque, il parlait en tant qu'officiel de FBI. Ah, mais ça, je veux dire, c'est très cohérent, hein. C'est très cohérent, Nico, dans ce que tu dis. Non, mais je veux bien. Mais tu vas voir où je vais en venir. Trump, qui parlait de dossiers Epstein, etc., et qui a fait cette interview pareil. Je veux dire, Trump aussi, il sacrifie sa réputation, tu vois. Il dit, c'était ultra important, hein, Bill Clinton, machin, etc. Et là, oh, mais pourquoi on parle encore de ça? Il prend sa base électorale pour des aveugles ou quoi? Non, pas du tout. Pas du tout. Et il sait très bien ce qui va se faire. Alors, moi, ce que je vois, et en parallèle, on a Elon Musk qui propose de monter son parti, le 3e parti aux États-Unis. Moi, ce que je vois, vous vous rappelez cette histoire pour obtenir quelque chose dans ce monde, il faut faire un sacrifice. Il y a des gens qui sacrifient leur temps, leur énergie, énormément d'efforts. Il y en a qui font, on a parlé du sacrifice d'enfants et tout. Là, il y a un sacrifice qui est fait. Voilà, ça c'est ma lecture métaphysique de cette situation. Il y a un sacrifice qui est fait aussi bien de Trump, de Kash Patel, de Dan Bongino, de toutes les institutions, etc., sur un dossier qui est attendu absolument pour tout le monde, mais au profit de quoi? Posez-vous cette question. Avec cette histoire de création du parti par Elon Musk, est-ce que c'est pas pour installer un nouvel égrégore? Il y avait républicain, démocrate qui tenait le système. Et les deux se trouvent en position de discrédit total, quasiment maintenant, avec cette histoire. Est-ce que c'est pas la destruction justement de cet ancien système et la refonte d'un nouveau? Voilà, tous les éléments. En tout cas, la destruction d'un système, oui. Pour le nouveau, je sais pas, je l'ai pas vu encore le nouveau. Écoute, je suis pas. On l'a pas vu. Il y a certains éléments. Il y a certains éléments que tu donnes avec lesquels je suis d'accord, d'autres moins. Par exemple, cette histoire de 3e parti, je me trompe peut-être, et puis l'avenir nous le dira, mais moi je pense que ça va aller nulle part. Nous verrons, l'avenir nous le dira. Par contre, là où je suis d'accord avec toi, c'est cette histoire de sacrifice de Kash Patel. Mais sacrifice pourquoi? Qu'est-ce qu'il nous dit, Q, sur Kash Patel? Q, il nous dit Kash Patel a un nom dont il faudra se souvenir. C'est vrai qu'à l'époque, Kash Patel, inconnu au bataillon, personne ne savait qui c'était. Maintenant, il est directeur du FBI. Bon, ok, il est directeur du FBI, c'est bien. Il y en a eu plein des directeurs du FBI. Peut-être que c'est juste un acteur qu'on a mis là avec une date de péremption. Et c'est pour ça qu'on l'a pris de nulle part. On l'a ouais, voilà. Mais c'est la doctrine de Trump, ça. C'est-à-dire, tu prends un type, tu lui fais faire son boulot. Hein, comment il appelait ça? La doctrine Scaramucci, je crois. Donc, en fait, c'était ça l'idée. Tu prends un type, tu lui fais faire son boulot. Après, tu fais semblant qu'il a fait n'importe quoi, tu le vires et t'en mets un autre pour que cet autre ne soit pas impacté par les tâches de... Donc, pour moi, juste Kash Patel, on s'en souviendra parce que c'est le directeur du FBI qui aura mis en lumière cette histoire de Epstein. Maintenant, si après cette histoire de Epstein, lui, il est sali à titre personnel et que du coup, il a perdu toute crédibilité, il est remplacé par quelqu'un d'autre, il aura quand même fait cette chose-là. Et ça me semble cohérent. Effectivement, je pense que c'est des éléments jetables. Si tel est le cas, Epstein. Si tel est le cas, moi je vais rappeler, là on va entrer dans la partie désagréable où je vais émettre des doutes sur Trump. Préparez-vous les plus sensibles. Et si cette histoire, déjà avec ne pas donner les dossiers, c'est-à-dire d'avoir les mêmes personnes qui te disent « Ah, dossier, ah, machin, regardez par là », et les mêmes après te disent l'exact opposé, est-ce que vous savez que ça, c'est la meilleure façon de déstabiliser les gens pour qu'ils perdent confiance à leur institution et qu'ils entrent dans un état de méfiance qui ensuite les enferme dans la méfiance aussi dans le cercle social. C'est-à-dire que si je voulais pousser la population à la division et à créer la méfiance entre les gens pour qu'ils ne collaborent pas entre eux et qu'ils créent des mouvements importants, je ne m'y prendrais pas mieux. C'est connu, c'est une des méthodes les plus anciennes, dire à quelqu'un une chose et son contraire, ça lui permet de te donner l'autorité parce que ça lui donne l'impression qu'il ne comprend pas. Ouais, c'est atomisation. J'ai l'impression que les gens ils la reprennent leur autorité. Il y a plein de gens qui ont donné toute autorité à Trump et ce qu'ils leur reprennent, c'est la confiance. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus confiance au système. Mais toujours, quand tu donnes confiance à quelque chose et que tu la reprends, ça vient avec des traumatismes derrière. Tu as du mal à faire confiance. C'est ça qui pousse à la méfiance. Tu vois ce que je veux dire?
Ça, c'est absolument Donc, vrai. il y a cette histoire-là, il y a l'histoire de ce que tu viens de dire à propos de méthode de Trump, les méthodes de Trump, c'est-à-dire prendre quelqu'un, la méthode Scaramucci que tu as évoquée, lui donner un rôle et puis à la fin, tu le jettes. Ça, c'est la technique prussienne qu'on a évoquée dans la série Révélation, c'est-à-dire utiliser des coquilles vides, que ça soit au niveau individuel, tu prends une personne, tu lui donnes un rôle, tu vois, tu crées un idole ou quelque chose que les gens voient, tu l'utilises et à la fin, tu le jettes parce qu'il ne faut pas qu'il soit connecté avec cet être qui avance. Tu vois ce que je veux dire? Il ne faut pas qu'on puisse retracer. Et donc, ça, c'est les Prussiens qui faisaient ça. Ils faisaient ça au niveau des individus, ils faisaient ça au niveau des groupes de personnes, parfois des familles, parfois des clans. Tu vois, ils prenaient ces clans-là, ils les utilisaient, ils créaient ces idées de clans, ils les utilisaient, puis après, ils disaient, ils ont disparu. Et vous savez, le Premier Reich, on avait vu l'histoire, quand il a disparu, entre guillemets, il n'a pas vraiment disparu, il a commencé à changer de forme. Et on a eu le Deuxième Reich. Alors, le Premier Reich, c'est le Saint-Empire romain et germanique. OK? Donc, voilà. Le Deuxième Reich, c'est les Prussiens. Donc, ça s'est changé d'un État catholique, etc. Ça s'est changé en État militaire avec les Prussiens. Quand les Prussiens ont disparu, c'était le début du chaos qui a engendré la Première et Deuxième Guerre mondiale, qui en réalité, c'est une guerre avec une pause au milieu, tu vois. Et on a eu la formation du Troisième Reich. OK? Et à chaque fois, ceux qui venaient remplacer celui d'avant, en fait, en réalité, c'est juste l'étiquette qui a changé, mais ça restait la même chose. Et ce que je veux dire, c'est que ça, c'est une méthode, c'est un outil qui peut être utilisé par n'importe qui. Et cette méthode, regarde, cette méthode, c'est quoi? C'est d'utiliser les coquilles vides et tout ça, et elle vient propager une idéologie qui est celle de « tu es avec nous ou contre nous ». On avait parlé de ça dans la série Révélation. Cette entité qui tire les ficelles, c'est ce qu'elle utilise. Elle utilise cette stratégie de « t'es avec nous ou contre nous ». OK? Et on a entendu ça de la bouche de George Bush, de plein de hauts placés à l'époque où il y a eu les attentats terroristes. Où, tu vois, c'est toujours « t'es avec nous ou contre nous ». Pareil avec les médias aujourd'hui, ils imposent cette façon de penser, les médias mainstream. C'est soit tu valides le message mainstream, soit t'es contre eux, t'es complotiste, t'es méchant, tu vois. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre véritable ennemi, c'est cette pensée, t'es avec nous ou contre nous. Et pourquoi je parle de ça? C'est parce que il y a tout ce qui se passe avec Epstein, Trump, etc. Et puis en réalité, il n'y a aucun de nous qui comprend. Parce que s'il y avait quelqu'un de nous qui comprenait, ça veut dire que ces gens-là, ils sont incompétents et nuls. Tu vois? Même les analystes les plus pertinents, entre guillemets, dans le milieu, même ceux-là, à mon avis, ils ne comprennent pas. Ils sont en train d'être utilisés comme nous l'avons été dans le passé et comme tous les médias alternatifs sont utilisés, tu vois. Et donc, du coup, ça veut juste dire... un truc, parce que là, tu ouvres un nouveau sujet. Moi, je voudrais juste conclure sur cette histoire d'Epstein. Ok, j'allais faire la transition. Attendons de voir. Moi, je suis convaincu que toute cet arc narratif sur Epstein qu'on vit en train de vivre actuellement est pas fini. On va voir comment ça évolue. Je trouve ça trop grossier pour que ce soit juste en fait Trump qui se retourne contre sa base. Ça, c'est juste mon analyse. L'avenir me dira si j'ai raison ou si on s'est fait empapaouter comme un certain nombre de gens semblent le penser. Et je pense avec un petit peu trop d'empressement. Voilà. Moi, c'est ce que j'avais à dire sur la question. Alors, attendons voir. En attendant, soyons conscients que des déceptions de ce genre, ça fait 5 ans qu'on en prend. On va avoir machin, arrestation, truc, blablabla, ça fait 5 ans. Et à force, tu vois, c'est bon, voilà, c'est vaut mieux pas avoir d'attente, tu vois, parce qu'à force d'être plein de fois déçu, tu finis par devenir méfiant envers tout. Et ça, c'est quelque chose qui est pas cool. Pire que ça, je suis en train de remarquer un phénomène assez particulier parmi les patriotes. C'est que quand il y a des trous dans le scénario et ils ne comprennent pas ce qui se passe en réalité, ils se sentent obligés à trouver un moyen de lier tout ça, même si parfois ça passe par des contorsions intellectuelles extraordinaires, tu vois. Et donc, ce que je me suis dit aussi, c'est que cette histoire de Q,
avec tout le côté mystérieux, pas clair, on comprend pas, etc., etc., ça laisse plein de vides que chacun de nous peut remplir à sa façon. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que eux, ils peuvent continuer leur plan tranquillement, pendant que nous, on essaie de comprendre ce que Q est en train de faire. Alors qu'il y a cette possibilité à ce que toute cette histoire de Q, ça soit juste un appât pour ceux qui ont un cerveau et qui réfléchissent un peu, tu vois, pour leur laisser leur imagination remplir le vide. Et ça leur enlève même le devoir de créer un narratif. Ils laissent les gens le faire. Et donc, dans le milieu des patriotes, surtout maintenant, tu le vois avec le dossier Epstein. Il y a presque autant d'explications dans cette histoire qu'il y a des médias alternatifs Q. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a aucun qui comprend quoi que ce soit et on est juste en train de remplir le vide avec notre imagination en essayant d'avoir une histoire cohérente. Mais on part du principe que Trump est gentil, que l'opération militaire américaine, elle est pour le bien de tout le monde. Donc, ça nous donne un biais de perception. Et on analyse tout ça avec ce biais de perception qu'en réalité, on ne sait pas s'il est vrai, en vrai. Tu vois, on connaît... Encore une fois, moi, je me rappelle de cette vidéo avec des chats et des souris, et les souris qui votaient pour les chats, tu vois. Et donc, moi, j'ai jamais dit... Enfin, Trump, c'est un chat. C'est un chat blanc, ok? Mais c'est un chat. Et c'est ce que j'ai toujours dit, et c'est pour ça que j'ai toujours dit, quoi qu'il arrive avec cette histoire machin, le but de tout ça, c'est pas de suivre aveuglément quelqu'un. Qu'est-ce que ça veut dire suivre aveuglément quelqu'un? Avec un biais de perception que lui, c'est le gentil, et quoi qu'il arrive, ça sera ça ma base de réflexion. Je vais essayer d'inventer une histoire qui le met lui toujours dans la position du gentil. Alors que peut-être que juste on se trompe en fait. Tu vois? Et c'est ça que je te dis que ça m'a forcé à énormément d'humilité, parce que quand je suis en train de voir certains dans le milieu patriote, comment ils sont en train de s'enfermer dans une illusion qui est en train de les enfermer dans une bulle, tu sais, où ils deviennent solitaires, ils attaquent tout ce qui ne pense pas comme eux, etc. Ils commencent à entrer dans l'idéologie « t'es avec nous ou contre nous ». Et finalement, c'est ça notre véritable ennemi. Si on entre là-dedans, on a perdu. Tu vois? Donc, enfin, en tout cas, ceux qui vont entrer là-dedans, ils ont perdu. Moi, c'est un chemin que je découvre, dans lequel j'étais moi-même, et que je découvre tous les dangers en voyant les autres, les erreurs qu'ils commettent, et en analysant les miennes aussi. Et je me rends compte à quel point la situation demande une humilité extraordinaire, parce que on n'a pas été parfait. Mais on n'est pas les seuls qui n'ont pas été parfaits. Et le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui croient qu'eux, ils sont parfaits. Et ils n'ont plus l'humilité. Et ils ont cette idée, quoi, tu crois pas comme moi, mais t'es une girouette. Ouais, ça te fait pas penser, au final, ça vous fait pas penser, vous avez lu 1984, juste ça. Voilà, le célèbre slogan, la guerre c'est la paix, la liberté c'est l'esclavage, l'ignorance c'est la force, la défaite c'est la victoire quand même, la victoire c'est la défaite, les gentils sont des méchants, les méchants sont des gentils, et en plus faut pas oublier que dans ces livres il y a le méchant, le Goldstein je crois, ou si je me trompe pas, j'ai oublié exactement le nom, Goldstein, du supposé opposant au régime. Ouais, c'est ça, ouais. Le supposé saboteur, tu sais, le supposé résistance au régime que personne n'a jamais vu, etc. Mais soi-disant, il existe. Et on s'aperçoit à la fin qu'en fait, il n'existe pas. C'est juste un moyen de récupérer la résistance. Enfin, la résistance Big Brother. Ça vous fait pas penser un peu à tout ça? Et que maintenant, il y a des gens, on va dire, à force de suivre ces analyses, ils sont capables de te dire non, c'est pas ce que tu vois. C'est parce que tu ne comprends pas ce que tu vois. C'est ça. Utilise ton cerveau. Utilise ton cerveau. Utilise ton cerveau, c'est beaucoup plus deep que ça, c'est beaucoup plus vicieux que ça. Oui, certes, il y a des gens qui meurent, etc. Mais c'est une victoire parce qu'au final, ça règle le problème à long terme. Et sauf que le résultat définitif, tu vas pas le voir, tu vas jamais le voir. Parce qu'il y aura toujours cette supposée méchant, on va dire l'état profond, d'accord, qui sera posé devant toi, qui agit dans l'ombre, et donc du coup il y a des gentils qui agissent dans l'ombre aussi, et donc toutes les tenants et les aboutissants de l'histoire, tu ne peux pas les comprendre, tu ne les comprends pas. Et là on peut t'enfoncer dans le derrière n'importe quelle pilule. Et tu vois, et cette pensée-là, je suis désolé, ça vient de moi, et ça m'inquiète un peu. Non, en fait, c'est pas une question de déprimante la façon de voir les choses. C'est juste essayer à un moment donné d'être réaliste et de comprendre, regarde Rudy.
C'était quoi le problème qu'on a eu, nous, en 2020 et 2021 avec Nico? On voulait faire les émissions. On était confrontés à quoi? Bon, on était confrontés en 2020 à plein de choses. Il y avait le Covid, il y avait la défaite de Trump, il y avait Biden qui est arrivé au pouvoir, il y avait toutes ces choses. Est-ce qu'il y avait la capacité de débattre avec le narratif mainstream? T'as essayé, t'as eu des problèmes, comme dit l'autre. Donc, c'était quoi la façon qu'il... en gros, je fais la version courte, il nous disait, c'est comme ça, vous croyez pas comme ça, fermez vos gueules, vous êtes des méchants complotistes, on vous exclut de la société, on vous exclut de notre grand groupe magnifique, tu vois. Et maintenant, il y a une autre partie, tous ceux qui dénonçaient ça, pas tous ceux, mais une partie de ceux qui dénonçaient tout ça à l'époque, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire maintenant? Comment ça, tu crois pas comme nous? Tu crois pas le plan, tu crois pas à ceci, tu crois pas à cela, tu crois pas que le 7 octobre, c'est une mise en scène, même s'il y a eu des morts, etc., c'est pas grave, même si ça coûte beaucoup de galères aux Palestiniens, c'est pas grave. On arrive à justifier tout ça parce que, tu sais, on est avec les gentils. Tu vois ce que je veux dire? Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a deux choses, il y a deux problèmes entre. Il faut faire attention, et l'interprétation de ce qui se passe en fait, quoi. Et je suis d'accord que plus ça va et moins je comprends ce qui se passe. Ça, je veux dire, j'ai aucune difficulté à l'annoncer. Maintenant, pour ce qui se passe là aujourd'hui, là, mais cette c'est semaine, ça, c'est juste ça que je dis. C'est juste ça que je dis. Okay, non, mais c'est parce que toi, tu n'as pas mis le biais de perception et du coup, ce que tu te dis, c'est que quand ça te force à prendre position à des événements graves, tu préfères rester humble et dire, écoute, je suis pas certain que je peux comprendre avec les éléments que j'ai. Moi, ce que je dis, c'est qu'il y a des personnes qui croient qu'ils ont tout compris. Ok, ils ont compris un plan créé par les personnes les plus intelligentes au monde, aidées par les outils les plus puissants du monde. Eh ben non, eux, ils l'ont compris. Tu vois. Donc ça veut dire que tout ça a coûté tout cet argent et toute cette préparation pour rien. Et ce que je veux dire par là, c'est que ça manque un peu d'humilité et ça manque un peu d'humilité des deux côtés. Pour faire la version courte, je suis en train juste un truc, c'est que là, on est toujours sur cette espèce de transition entre Epstein et le sujet que tu veux. Moi, une dernière chose que je voudrais dire, et puis après, on laisse ton côté, si vous voulez, on laisse le côté Epstein, et puis on passe 100% sur le sujet. Ce qui se passe, c'est que en ce moment, tout le monde est focalisé sur Epstein. Et il y a une des plus grosses affaires du narratif Q, machin, tout ça, à savoir le Russiagate, qui est en train de prendre une accélération phénoménale. Je sais pas, il y a un côté prestidigitateur qui moi me crève les yeux. C'est-à-dire regardez ici, mais ce qui est très important, c'est ce qui se passe de l'autre côté. Pourquoi? Je sais pas. Pourquoi il y a besoin de faire ce genre de diversion? J'en sais rien. Je peux te poser une question? Qu'est-ce qu'il a dit Q aussi, puisque tu bases cette analyse sur les postes de Q? Il a dit quoi d'autre, Q? Quel sujet? Il a dit que les militaires, c'est inévitable. Ouais. Ça veut dire que ça va, cette histoire d'échec comme ça va continuer jusqu'à ce que les militaires deviennent inévitables, que les gens réclament une intervention pour qu'elle soit justifiée. C'est bien possible. Tu vois ce que je veux dire? C'est simple et cohérent et très. Et donc, ça c'est bien expliqué, c'est bien. Voilà, bien posé, moi j'ai pas envie de dire non, Epstein va sortir demain ou après-demain ou sur après-demain. T'en sais rien, j'en sais rien, voilà. On n'en sait rien quoi. Exactement. Ok. Exactement. Donc maintenant moi j'ai fini là-dessus, donc je te propose qu'on aille 100% dans le sujet que tu veux nous amener, si ça te va. C'est lié. Oui, juste pour dire que l'idée que j'ai énoncée, c'est pas forcément une idée en laquelle je crois. C'est quelque chose qui m'a traversé et quelque chose qui m'a un peu inquiété. Je me dis, est-ce que je suis pas victime de manipulation? L'idée que j'ai formulée par rapport à 1984. Non, mais ça veut pas dire que je crois ça et que je suis de ces côtés-là. Je suis pas Black Pill du tout. Hein. Moi, je suis en train juste d'observer. Je suis en train d'observer. Et encore une fois, c'est peut-être mon filtre de perception qui est différent. Moi, je n'analyse pas sur est-ce qu'il est d'accord avec moi ou pas. Et s'il est d'accord avec moi, c'est mon ami. S'il n'est pas d'accord avec moi, c'est mon ennemi, tu vois. Je regarde pour savoir si on peut collaborer avec cette personne, si on peut faire quelque chose ensemble. Si je vois qu'il est capable de communiquer avec les gens avec qui il ne partage pas le même point de vue. S'il est capable de discuter et d'échanger avec quelqu'un qui n'est pas d'accord, même sur des sujets importants, pour moi, c'est quelqu'un avec qui on peut construire. Si c'est quelqu'un qui te dit non, tu te trompes, et si tu ne penses pas comme moi, tu es un média contrôlé, opposition contrôlée, ou tu es une girouette, ou tu es une tapette, ou tu es je sais pas quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et quand il y a ce fonctionnement-là, voilà, quand quelqu'un fait de moi un ennemi, alors que je cherche tout simplement à comprendre ce qui se passe, tu vois,
et que j'apprends avec le temps, que plus ça va, moins je comprends, plus je deviens humble, plus j'apprends. Alors que d'autres, plus ils pensent qu'ils ont compris, moins ils sont capables d'apprendre, plus ils sont capables d'inventer des histoires pour créer la réalité qui leur donne raison. Et donc là, je vois, il y a certains qui ne cherchent plus la vérité, en fait. Ils cherchent tout simplement à avoir raison. Et moi, je remarque que moi aussi, j'ai fait ça. Et de temps en temps, quand on est fatigué, on le fait aussi, tu vois. Mais je remarque à quel point c'est nocif dans le contexte actuel. Il y a un autre élément à prendre en compte, Léo, au milieu de tout ça, et je le vois chez plusieurs influenceurs, notamment aux États-Unis, que je suivais, à qui j'ai porté du crédit dans le passé et à qui je le retire progressivement. C'est devenu un business, en fait, le média alternatif. Aujourd'hui, tu as des podcasts de médias alternatifs qui font des millions de vues, avec les centaines de milliers ou les millions de dollars qui vont derrière. Et derrière, du coup, il faut satisfaire ses spectateurs. C'est ça. Et comme TF1 l'a très bien compris, les mauvaises nouvelles se vendent beaucoup mieux que les bonnes nouvelles. Et des fois, il y a la nécessité de... Tu vois, tout est foutu, j'en ai vu là, tout est foutu, on s'est fait avoir. Je sais pas, je trouve que Alex Jones, qui a quand même des fois eu des positions intéressantes sur plusieurs sujets, a tendance à être un petit peu à l'emporte-pièce sur ce coup-là. Je trouve ça un petit peu décevant. Candice Owens, que je suivais sur un certain nombre de sujets, des fois, elle fait des « Oh là là, RFK, il est à la mode d'Israël ». Mais alors, ok,